dont le président Moustapha Sall, qui est ainsi connecté avec nous. Et sans tarder, je vais d'abord remercier les intervenants et les participants d'avoir accepté cette invitation pour ce premier épisode d'Africa Talk sur le 3x3 basketball en Afrique. Et en cette période de pandémie Covid-19, avant tout, je tiens vraiment à souhaiter un prompt rétablissement à tous les malades du coronavirus et j'espère rapidement que nous pourrons retrouver les terrains et nos activités le plus vite. Moi, je me présente, je m'appelle Thierno Ndiaye, je travaille à la Fédération française de basket dans le département 3x3 et j'ai été organisateur d'événements 3x3. Après, je suis devenu salarié à la Fédération pour le développement du 3x3 par rapport au projet du président Jean-Pierre Ciotat. Et en même temps, je suis membre élu au niveau du comité parisien de basketball et président de la commission 3x3. Donc, pour la partie technique, pour la gestion de la connexion du live Facebook, parce que nous sommes en live direct sur Facebook, nous avons Seydina Ndiaye et pour finir, nous avons Moustapha Sall qui est gérant de CIREM et qui est initiateur des Africa Talks. Africa Talks, c'est une série de webconférences autour de la thématique de l'événement sportif en Afrique. Et notre thème du jour, c'est quelle est la stratégie à adopter pour le développement du 3x3 en Afrique. Et sans tarder, je vais présenter mes honorables intervenants en la personne de Pierre Duat. Pierre, je vais te laisser te présenter et je ferai de la même manière pour les autres intervenants. Pierre, tu as la parole. Ouais, bonjour à tous. Alors oui, comme Thierry l'a dit, donc Pierre Duat, je travaille à la FIBA maintenant depuis 2012, depuis un peu le début du circuit professionnel. Et donc, je travaille principalement sur la partie digitale de notre département à la FIBA. Et donc, j'ai travaillé sur le développement du logiciel, des sites Internet, beaucoup de projets donc, en relation avec la discipline des projets digitaux. Et maintenant, je suis plus centré sur l'innovation, on va dire, au sein même de la discipline et toute la partie données, donc data. Bienvenue Pierre et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, et c'est toujours dans la dynamique de développement de la discipline. Après vous Pierre, nous avons Karim Souchu, ancien joueur professionnel. Karim. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis donc Karim Souchu. Je suis entraîneur sur les équipes de France de 3x3 masculine et féminine senior. Et je suis dans le 3x3 donc, depuis 2012. J'ai commencé en joueur en 2012 parce que j'ai joué les tout premiers championnats du monde. Et après, j'ai basculé tout de suite sur l'aspect staff. Et donc, depuis 2013, je suis dans le staff et maintenant sur les seniors. Merci Karim. Et avec nous, nous avons Dia Cissé du Mali, de la Fédération malienne de basketball. Dia. Allô, bonjour. Dia. Allô? Oui. Allô, bonjour. Activez ta vidéo, Dia, s'il vous plaît. J'essaie de mettre la vidéo, mais ça ne passe pas. D'accord. Seydina. On me met c'est l'animateur qui a arrêté la vidéo. Ok. Seydina Moustapha, est-ce que vous pouvez activer la vidéo avec l'écran 253-277, s'il vous plaît? Ok, Dia, en attendant, est-ce que tu peux nous... Ouais, voilà, c'est bon, Dia. Je pense qu'on peut voir. Oui. Ok, Dia. Allô, bonjour. Bonjour, Dia, c'est bon. Ça va? Oui, ça va. Donc, oui. Moi, c'est Dia Cissé, secrétaire général adjoint de la Fédération malienne de basketball. Point focal 3 contre 3. D'accord. Merci beaucoup, Dia. Et Sébastien Clibaz. Voilà, bonjour, merci pour l'invitation. De Suisse, j'ai commencé en 2012 aussi dans le 3-3
par l'organisation d'événements, dont un des événements qui est derrière moi. Plusieurs événements dans plusieurs villes. J'ai commencé comme organisateur et ensuite j'ai été engagé par la Fédération suisse de basket afin de travailler dans le développement. Qui dit développement, c'était la mise en place d'un Swiss Tour, d'un tour justement partout en Suisse, et avec aussi l'avenue avec les compétitions FIBA qui sont venues. Donc c'était de mettre en place aussi un département au sein de la fédération qui pouvait aussi s'occuper des équipes nationales. Voilà, merci Sébastien d'avoir accepté cette invitation et merci aussi pour le partage d'expérience. Jean-Michel Rama-Roson, qui est membre du comité exécutif de la FIBA et qui est le responsable. Jean-Michel, est-ce qu'un petit mot pour le début de la conférence? Oui, je ne sais pas si tout le monde m'entend, mais j'ai un petit souci de son là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Ok, d'accord, merci. Donc, je me présente, Jean-Michel Ramarsan, je suis membre du comité exécutif de FIBA Afrique et vraiment merci pour l'opportunité ici parce que ça arrive à point nommé la conférence étant donné aussi le contexte où on vit. Et parmi mes attributions aussi, je suis donc en charge du développement du programme du développement au niveau Afrique et dans le 3-3 qui fait une partie intégrante de notre programme. Donc, je pense que vraiment, on aura une discussion très riche aujourd'hui. Mais en même temps, je suis aussi président de la Fédération malgache de basketball, où on a vraiment mis en avant le 3-3. Donc, on aura l'occasion aussi d'en parler tout à l'heure. Donc, merci à tous et merci à mes collègues de FIBA qui sont là. Merci. Merci beaucoup. Et pour finir, nous avons avec nous M. Ambrose Tachobia, qui est vice-président de la commission 3-3 à la FIBA et président de la Fédération ougandaise de basketball. Ambrose, how are you? I'm fine. How are you guys? I can see you have introduced me halfway. My name is Ambrose Tachobia. I'm president for the Council for Youth Basketball and 3-on-3, FIBA Africa, and also vice chairman of FIBA 3-on-3 committee. I'm glad to see everybody and good deliberations to all of us. Merci. Okay, thank you. Ambrose, thank you for taking part. Et sans tarder, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des intervenants et on n'est pas surpris de l'engouement et de la qualité des personnes qui vont participer à cette conférence, à ce moment de partage. Et c'est vraiment le principe premier des Africa Talks. Et je vais laisser la parole à Moustapha Sall, qui est l'initiateur du projet Africa Talks pour nous expliquer rapidement d'où vient son idée et un peu son parcours. Moustapha, tu as la parole. Merci beaucoup, Mandiaï. Et bonjour à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. C'est Moustapha, président fondateur de CIREM, un des précurseurs du 3x3 basket au Sénégal. Donc, j'ai été event manager du 3x3 basket durant les championnats d'Afrique de plage au Cap-Vert en 2012, puis responsable des résultats de compétition de 3 contre 3 aux Jeux mondiaux de plage au Qatar en 2019. Je suis également représentant de la Fédération internationale de freestyle football au Sénégal. Notre société CRM, comme son nom l'indique, Sport International Relations and Event Management, est une jeune entreprise sénégalaise qui intervient grâce à son pool d'experts auprès des organisations sportives africaines pour un accompagnement constructif et stratégique dans le domaine du management des organisations sportives, de l'organisation d'événements sportifs et de la formation. C'est dans cette dynamique que nous avons jugé nécessaire d'initier Africa Talks Sports pour continuer le dialogue entre l'ensemble des acteurs de sport en Afrique pendant cette période de pandémie de COVID-19. Le choix sur le 3 contre 3 basket comme première activité de Africa Talks Sports a été motivé par mon expérience et ma passion par rapport à cette discipline et le projet sportif scolaire et universitaire dénommé Garé 3x3 Basketball que j'ai mis en place au Sénégal depuis 2018 et avec lequel nous avons organisé 21 tournois enregistrés et grâce à cela, le Sénégal a grimpé jusqu'à la 7e place du FIBA 3x3 ranking en Afrique. Dans le secteur de la formation qui
représente un de nos cœurs de métier. Nous avons aussi formé des jeunes étudiants en management du sport au niveau de l'INSEP de Dakar afin de leur permettre de pouvoir organiser le propre tournoi sur EventMaker. Et cela s'ajoute aussi une volonté de soutenir et d'accompagner le monde du sport africain dans toute sa diversité. De ce fait, le 3 contre 3 occupera une place de choix en Afrique. Je ne saurais terminer cette introduction sans pour autant remercier tous les intervenants et participants ici présents à ce panel et à Mandiaye, chargé de la modération. Donc, sans pour autant tarder, je vais laisser la parole à Mandiaye pour qu'il puisse dérouler le panel. Donc, je vous souhaite d'avoir du bon temps et voilà, merci beaucoup. Merci Mustapha et je te souhaite un grand succès dans tes projets pour le développement du basket 3x3 au Sénégal et en Afrique. Et merci pour cette opportunité aussi de nous permettre de contribuer au développement du 3x3 en Afrique. Je fais un petit rappel du thème. Donc, le thème du jour, c'est quelle stratégie adopter pour le développement du 3x3 en Afrique. Et pour débattre autour de cette thématique, nous avons les éminents spécialistes du 3x3 mondial et africain, en l'occurrence Pierre Douat, qui est en charge du digital et aujourd'hui des data et de l'innovation à la FIBA, Karim Souchu, entraîneur adjoint des équipes de France 3x3, Djia Cissé, qui est le point focal du 3x3 au niveau de la Fédération malienne de basketball, Sébastien Clivas, organisateur privé, consultant 3x3, Jean-Michel Rama-Rosan, qui est membre du comité exécutif de la FIBA Afrique et qui est responsable du développement au niveau de la FIBA Afrique. Monsieur Ambrose Tachobia, qui est vice-président de la commission 3x3 à la FIBA et président de la fédération ougandaise. Et la FIBA a lancé le 3x3 en 2013 avec son slogan « From the street to the Olympics », de la rue aux Jeux Olympiques. Le 3x3, c'est un sport de rue. Et la FIBA a officiellement lancé cette discipline lors des JOJ 2010 de Singapour. Et depuis, plus de 150 fédérations nationales ont participé à des compétitions internationales, telles que la Coupe du Monde 3x3, les compétitions de zone telles que la FIBA Africa Cup, les compétitions multisports telles que les Jeux africains organisés par les comités olympiques. Et pour rappel, les catégories concernées pour ces événements, c'est la catégorie U18, U23 et senior. Et le succès du 3 contre 3 au JOJ de 2010 et 2014 ont ouvert la voie pour cette discipline. Et cette année, en 2020, normalement, on aurait dû avoir la première édition de compétition 3x3 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui ont été reportés en 2021. Et ce n'est que partie remise. Et depuis, le 3x3 a pris un essor important dans le monde et en Afrique. Et quand la FIBA disait dans ses communications une fois, le succès est possible dans le 3x3, et elle est à la main, le succès est à la main de toutes les fédérations, et chaque fédération peut s'identifier et devenir une fédération compétitive. Et quand on regarde les premières équipes qualifiées aux Jeux Olympiques 2020, qui vont être reportés en 2021, par exemple, la Roumanie et la Mongolie, qui ne sont pas des grandes nations de basket 5-5 dans les compétitions intercontinentales, et aujourd'hui, qui sont des très grandes nations de 3x3 et qui se sont qualifiées directement grâce au ranking. Le ranking qui représente le nerf de la guerre de cette organisation 3x3, on y reviendra, on en parlera, Pierre en parlera. Et aujourd'hui, le 3x3 est une opportunité majeure pour la FIBA, une grande opportunité pour les fédérations nationales de développer le basket. Et pour les fédérations nationales, le 3x3 devient vraiment un outil supplémentaire pour glaner des médailles, exister au niveau continental et intercontinental et ajouter une nouvelle discipline à leur stratégie de développement. Et on connaît qu'en Afrique, plus de 80% du basket se pratique en plein air. Et étant une discipline urbaine qui a vu sa naissance sur les terrains de playground, comme on les appelait, je pense que l'Afrique doit être un excellent candidat pour être un des leaders du 3x3 dans le monde. Et pendant ce webinaire, l'objectif, c'est vraiment d'échanger, partager les expériences qui sont multiples et riches pour
sortir les premières idées. On n'aura pas la science infuse, mais on a la chance d'avoir Ambrose et Jean-Michel, et c'est de les aider à ouvrir la voie et à confirmer le travail qu'ils ont déjà commencé pour le développement du 3x3 en Afrique. Et sans tarder, je vais laisser la parole à Dia Cissé pour qu'il nous exprime un peu comment le Mali est devenu une fédération compétitive, tout en sachant que sur les derniers FIBA Africa Cup 3-3, le Mali a fait soit le podium ou soit gagné des médailles. Donc, Dia, comment le Mali est devenu une nation de 3x3 en Afrique? Merci de m'avoir passé la parole. Pour commencer, notre fédération a mis sur place d'abord une structure uniquement pour le 3 contre 3. Et grâce à l'aide du comité olympique, du département des sports et à la fédération, nous organisons régulièrement des compétitions sur le plan local pour faire détecter les talents. Parce que chez nous, la force au Mali, le basket, c'est la base. Les fondamentaux, les techniques, les enfants commencent à faire le basket très jeune. D'autant plus qu'on a mis notre structure sur place. Ces différents départements nous aident chaque fois à organiser des compétitions sur le plan national et qui nous permettent de détecter des talents pour pouvoir représenter des équipes, de donner des équipes compétitives. C'est notre base pour les 3 contre 3. D'accord. Et vous venez de dire que le comité olympique vous a aidé, c'est parce que vous avez mis en place un plan de développement sur le 3-3. Comment vous avez pu bénéficier de cette aide et comment vous l'avez Bon, le comité olympique, comme c'est quand on parle de 3 contre 3, on parle de moyens. Dans ce cas, chaque fois, si on a des projets ou des compétitions à organiser, on demande leur soutien. Et ensuite, au ministère des Sports, surtout notre président de la fédération est très, très engagé pour le 3 contre 3. Dans ce cas, chaque fois qu'on a des événements à présenter ou à organiser, on va au comité olympique. S'il y a des voyages, on a leur soutien, ils nous soutiennent vraiment dans les déplacements à l'intérieur aussi bien à l'extérieur pour les différentes compétitions. Ok, ben ça c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que vous avez le soutien des organisations, de l'État, du comité olympique. Parce qu'on organise souvent même des compétitions au nom du président du comité olympique, du président de la fédération. À chaque fois, si on montre quelque chose, ils sont là prêts à nous soutenir. Et si je sais que notre réussite, c'est à la base des compétitions nationales qu'on organise. Ok, et vous avez dit vous faites de la détection de talent. Comment vous avez créé de l'activité auprès des jeunes joueurs pour les faire adhérer au 3x3? Bon, les activités pour les intéresser d'abord, souvent on ne passe même pas par les clubs. On lance des activités, les jeunes viennent s'inscrire parce qu'il y a des primes à la fin de chaque compétition. Dans ce cas, d'autant plus qu'il y a des primes, les jeunes sont plus excités à venir jouer. Comme je vous ai dit, le basket, dans votre intervention, vous avez dit un moment que le 3 contre 3 vient du playground. Chez nous, au Mali, on jouait ça beaucoup, même dans les rues, on jouait ça. Dans ce cas, les enfants ont l'engouement de jouer les 3 contre 3 à travers le playground. S'il y a des activités, les enfants viennent s'inscrire, même s'ils ne passent pas par les clubs. Ils viennent les inscrire parce qu'à la fin, ils savent qu'il y a des récompenses. Ok. Et comment le Mali a réussi à devenir une équipe compétitive pour les 3 derniers FIBA Africa Cup? Soit c'est dans le top 2, soit vous gagnez, ou soit vous êtes dans le top 4. Comment le Mali a réussi à s'installer dans le top des meilleures équipes africaines 3x3? Ok, merci. Dans ce cas, comme vous venez de dire, après avoir organisé des compétitions pour détecter les talents, nous, on a des entraîneurs nationaux uniquement pour le 3 contre 3, qui sont avec les athlètes durant toute l'année. Il y a compétition ou pas, ils ont leurs équipes à préparer. À tout moment, ils sont là avec les athlètes pour préparer les compétitions. On a donné au niveau de la fédération des entraîneurs locaux uniquement pour le 3 contre 3. D'accord. Est-ce qu'au Mali, vous organisez beaucoup de tournois en plus des événements des équipes nationales? Est-ce que c'est la fédération qui organise ou est-ce que c'est des privés ou est-ce que c'est des clubs
est-ce qu'au-delà des activités des équipes nationales, comment vous faites vivre l'activité du 3x3 en termes d'organisation de tournois? Bon, d'autant plus que, comme vous venez de dire, et le président de la fédération, après avoir mis le structure sur place, et presque chaque mois, nous, on organise des tournois au Mali ici. Comme je viens de dire, on peut organiser des tournois au nom du président du comité olympique, le président de la fédération malienne. Les sociétés viennent vers nous pour organiser des tournois à leur nom. Dans ce cas, tout D'accord. Ok, ben merci Gia pour votre intervention. Je reviendrai plus tard vers vous pour d'autres questions si nécessaire. En tout cas, cela montre vraiment un travail de synergie entre les pouvoirs publics, le comité olympique et une volonté quand même de la fédération, parce que tout part de la volonté de la fédération de développer cette discipline 3x3. Ça, c'est vraiment ça, parce que d'autant plus que quand on parle de 3 contre 3, ça demande beaucoup de moyens. Dans ce cas, si tu n'as pas la fédération, les sociétés, le comité olympique, c'est difficile d'organiser des tournois. C'est grâce à ceci que nous, on arrive à s'en sortir très bien. D'accord, ben c'est très bien. Pour les participants qui sont présents, merci encore. Vous pouvez poser vos questions sur le chat box et on pourra les lire plus tard pendant la conférence. Et sans tarder, je vais rebondir vers un autre membre d'une fédération, une grande fédération de basket 5 contre 5, qui, pareil, avec un président qui avait une vraie volonté de faire du 3-3 un projet prioritaire. Karim Souchu, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Et sans tarder, on sait que la fédération française est une grande nation de basket 5 contre 5, avec toute une histoire, des trophées. Et aujourd'hui, une des grandes fédérations à mettre en place un grand projet sur le 3x3. Comment la France a réussi à switcher d'une grande fédération 5-5 et à devenir une fédération 5-5 et une fédération 3 contre 3? Déjà, je voulais féliciter aussi M. Cissé par rapport à ce que fait le Mali au niveau du 3-3, parce qu'on a eu l'occasion, nous, avec les équipes de France, de les rencontrer aux Jeux de plage. C'était l'été dernier. Et l'équipe malienne, l'équipe U23 malienne féminine, était une des meilleures équipes qui était sur place. C'était une des équipes qui nous a donné le plus de mal. Donc, je voulais le féliciter parce qu'ils font vraiment un très bon travail là-bas au niveau du 3-3. Concernant la France, oui, il y a vraiment une volonté de notre président Jean-Pierre Sutat de développer le 3 contre 3 ici. Comme tu l'as dit, Mandiaï, on est une grande fédération de 5-5 avec des résultats qui ont été dans ce sens-là sur les 10 dernières années. Et on a vraiment cette volonté maintenant de développer le 3-3 parce que c'est un sport nouveau. On parle souvent d'ubérisation du sport parce que c'est un sport qu'on a envie de pratiquer partout, où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Et donc, il y a vraiment des gros efforts qui ont été faits par rapport à ça. Donc, il y a eu un plan de performance 3-3 qui a été mis en place, avec notamment la création d'un pôle 3-3 dans lequel Mandiaï travaille. Donc, c'est un pôle qui, au niveau du territoire, gère vraiment toute l'activité. Et cette activité est très, très large, parce que en France, on a quand même un territoire assez vaste. Pas aussi vaste que certains pays africains, mais c'est quand même vaste à l'échelle de l'Europe. Et donc, il y a eu une création d'un circuit d'un circuit 3-3 Super League. Donc, ce circuit-là a été fait donc, en accord avec le pôle 3-3 français et d'une Junior League aussi, donc pour les moins de 18 ans, qui va voir le jour. Donc, ça devait commencer cet été, mais bon, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la crise sanitaire, tout a été un petit peu décalé. Par contre, notre Super League, ça fait déjà quelques années qu'elle est en place. Ça avait commencé en 2012, quand moi j'avais commencé le 3-3 justement à Nice avec le tout premier Open de France. Et donc là, c'est vraiment une compétition qui est devenue une compétition de référence avec de très fortes équipes. Et on s'est vraiment inspiré avec notamment l'arrivée de Jérôme Prigent au niveau de la cellule 3-3. C'est quelqu'un qui vient du tennis, donc il s'est vraiment inspiré de tout ce qui peut se faire sur l'ATP en mettant l'accent vraiment sur le ranking. Et donc, les joueurs et joueuses au niveau du territoire national ont vraiment adhéré. C'est devenu, comme je disais, un des très gros événements français
avec notamment la finale de l'Open de France qui qualifie après pour un master. Généralement, c'est le master de Lausanne, donc ça tombe bien puisqu'on a un Suisse qui est là, donc il pourra nous en parler. Mais donc voilà, au niveau de la compétition en elle-même, c'est vraiment une très très forte compétition. Après, il y a aussi la création d'une plateforme 3-3. Donc ça, on s'est aussi inspiré sur ce qui pouvait se faire avec la FIBA, parce qu'on trouvait que c'était très important d'avoir une plateforme pour pouvoir justement avoir une visibilité avec les joueurs, les joueuses, savoir où aller jouer les tournois, où aller faire les tournois. Donc on a créé la 3x3ffbb.com, où vous pouvez vraiment trouver tous les tournois qui sont recensés et bien sûr homologués en France. La fédération a un accompagnement permanent des ligues, des comités et des clubs pour l'organisation des tournois et aussi la formation des personnes qui vont organiser les tournois. Notamment, là, on est en train de créer ce qu'on appelle un CS3. Donc, c'est pour vraiment rentrer dans le détail sur les personnes qui veulent se spécialiser au niveau du 3-3. À cet effet, il y a eu du matériel qui a été offert aux organisateurs de tournois. Donc, vraiment dans le sens de vraiment vouloir développer le sport, que ce soit des ballons, que ce soit des chasubles. Donc, tout est vraiment fait pour que le 3-3 se développe le plus possible au niveau du territoire. Là, c'est vraiment excellent. On constate qu'il y a vraiment une vraie palette. Effectivement, bon, moi, je peux parler pour les deux en tant que modérateur et en tant que membre du pôle 3-3. Effectivement, il y a une vraie stratégie qui est mise en place pour accompagner les ligues et les comités et les clubs pour vraiment faire un maillage territorial, parce que ce qui est important dans le développement, c'est la massification. Et aujourd'hui, en allant trouver directement les clubs, en France, il y a à peu près 4500 clubs, on touche vraiment le cœur du développement en allant directement sur les structures. Et Karim, ça, c'est la partie développement. Et comment la fédération a réussi aussi à mettre en place une compétitivité au niveau des équipes de France, connaissant les contraintes qu'a le 5-5 pour déjà avoir les joueurs, les problèmes de disponibilité, les problèmes d'entraînement. Et on sait qu'en France, le calendrier du 5-5 est très, très complet. Comment vous avez réussi à avoir des joueurs et à avoir des joueurs hyper performants pour participer à toutes les compétitions continentales et intercontinentales? C'est vraiment la grosse problématique. Quand j'entends M. Cissé qui dit que les joueurs et joueuses sont disponibles toute l'année, moi, ça me fait rêver je rêverais d'avoir mes joueurs et joueuses disponibles toute l'année. Nous, la grosse problématique, c'est qu'on a un championnat 5-5 qui est très fort, que ce soit chez les filles ou les garçons. Et donc, le calendrier FIBA et le calendrier de notre championnat 5-5 n'est franchement pas adéquat. Donc, en fait, il n'y a pas d'adéquation entre les deux. Et c'est à nous à chaque fois un peu jongler. Donc, on doit négocier avec les clubs pour essayer de libérer les joueurs pour les grandes compétitions, parce que souvent, les compétitions se chevauchent avec la saison. Si je prends l'exemple, par exemple, du TQO qui devait avoir lieu, on avait réussi à négocier avec les clubs que les joueurs et joueuses puissent partir en gros une grosse semaine. Mais généralement, sur les compétitions, on récupère les joueurs peut-être une semaine ou 2 semaines vraiment maximum, mais vraiment, c'est une semaine avant la compétition. Et on a vraiment un laps de temps de travail très court. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des joueurs qui connaissent vraiment la discipline, qui ont l'habitude et qui sont vraiment prêts à partir tout de suite avec les automatismes du 3-3, sachant qu'il faut toujours un temps d'adaptation entre revenir du 5-5 pour passer au 3-3 et inversement. Donc, ce n'est pas évident. Donc, on a la chance d'avoir des joueurs et des joueuses qui sont de plus en plus spécialisés, mais ça reste des joueurs de 5-5. Donc là, d'où la volonté de créer une ligue aussi où l'on n'aurait que des joueurs de 3-3. Ce serait beaucoup plus simple. Et comment vous avez réussi, parce qu'on a vu dans l'organisation du 3-3 la présence de beaucoup de pays, des pays de l'Est, des pays qui ne sont pas souvent considérés comme des pays, des grandes nations de basket 5-5. Et comment, avec toutes ces contraintes, vous avez réussi à devenir compétitif et à pouvoir concurrencer et même gagner même des titres, parce qu'on a vu que les filles ont été championnes d'Europe, les garçons ont été vice-champions d'Europe. Et comment, avec ces contraintes du 5-5, vous arrivez à concurrencer des professionnels du 3x3? Il faut qu'on essaie d'avoir le plus de continuité possible avec nos équipes. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas non plus changer les équipes d'une année sur l'autre. Il faut vraiment essayer d'avoir une ossature qui reste là. Et comme ça facilite vraiment la transition. C'est vrai que nous, on a beaucoup de joueurs, mais on en a moins que certains pays.
mais il faut essayer de rester sur les mêmes, pas les mêmes effectifs parce qu'il y a quand même une notion de concurrence, mais il faut essayer de pas trop changer non plus pour pouvoir partir sur les compétitions sans être vraiment en découverte du 3-3. Je pense que c'est ce qui fait défaut peut-être encore à certaines nations parce que ça change beaucoup d'effectifs et c'est très difficile d'avoir des résultats comme ça. Donc nous, on a réussi à quand même fidéliser certains joueurs et certaines joueuses sur les années et je pense que c'est grâce à ça qu'on a des résultats. Et pourquoi il y a tant d'enjeux? Parce qu'à la base, quand le feu regretté Patrick Baumann lançait le 3-3, c'est vraiment pour permettre aussi à ces nations qui ne sont pas très visibles dans le 5-5 sur l'échiquier international de pouvoir glaner des médailles, de pouvoir faire les JO comme la Roumanie et la Mongolie. Et comment ces grandes nations, c'est quoi l'enjeu? Pourquoi les Français, les Américains, les Espagnols veulent s'y mettre aussi? Comme tu as dit, c'est l'opportunité de gagner quelque chose, de gagner des titres. En plus, maintenant, c'est un sport qui est devenu depuis 2017 olympique. Donc, il y a la perspective d'une médaille olympique. C'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que le plus de titres on peut glaner au niveau d'une fédération, le mieux c'est pour le développement d'un sport. Là, par exemple, si Tokyo avait eu lieu cet été, ça aurait été vraiment une vitrine parfaite pour le 3-3 en France pour encore plus le développer. C'est reporté à 1 an, mais je pense que l'intérêt est là. C'est surtout que ça permet aussi de ramener des licenciés supplémentaires parce que le 3-3 est directement lié au 5-5 en termes de licence. Donc, c'est important, je trouve, de développer les deux. Ok, bah c'est super. En tout cas, merci Karim. C'est clair et c'est précis parce qu'il y a un développement à 2 niveaux avec toutes les contraintes que ça peut représenter pour une grande fédération parce que l'organisation des fédérations au niveau de la FIBA, c'est des catégories. Et on voit que des fédérations de catégories comme la France, il faut quand même une stratégie parce que le 5-5 peut être un avantage, mais peut être une contrainte. Et au niveau du développement territorial aussi, il y a un maillage qui est fait pour toucher tous les clubs, tous les joueurs et créer de l'activité sur le territoire. Tout à fait. Juste rappeler à nos participants, c'est le premier épisode des Africa Talks. Notre premier thème du jour, c'est quelle stratégie adopter pour le développement du 3x3 en Afrique. Et avec nous, nous avons comme intervenant M. Pierre Duhat du département 3x3 de la FIBA, Karim Souchu, entraîneur adjoint des équipes de France, Dia Cissé, responsable 3x3 de la Fédération malienne de basketball, Sébastien Clivaz, organisateur d'événements 3x3 et consultant, Monsieur Jean-Michel Ramarozon, membre du comité exécutif de la FIBA et responsable 3x3 aussi, et avec nous Monsieur Ambrose Tachobia, vice-président de la commission 3x3 à la FIBA et président de la fédération ougandaise. Et sans tarder, je vais quand même laisser la parole à Pierre Duhat. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de 3-3, mais le 3-3, c'est une discipline qui est spécifique. Sa spécificité arrive parce qu'il y a un ranking. Le ranking, on entend parler du classement des joueurs. C'est comme quand on parle du classement ATP. Il y a des disciplines comme le judo. Il y a pas mal de sports avec un ranking. Et la nouveauté du 3-3, c'est d'avoir un ranking. Et ce ranking, c'est le nerf de la guerre parce que c'est ce ranking que Pierre va vous expliquer et l'importance d'utiliser une plateforme qui devient indispensable dans l'organisation d'événements 3-3. C'est la plateforme FIBA Event Maker. Donc, Pierre, encore une fois, merci. Merci parce que c'est hyper important d'avoir les représentants pour le développement du 3-3 en Afrique. Et aujourd'hui, par rapport à ce que tu viens d'entendre, pourrais-tu nous édifier sur l'importance de l'utilisation de la plateforme FIBA Event Maker sur la partie digitale? Oui, bien sûr, merci. Tiens, la transition est parfaite. Je pense que de toute façon, les sujets abordés, au final, rejoignent toujours un petit peu cette histoire de classement. C'est, comme tu l'as un peu expliqué au début, c'est le nerf de la guerre. C'est en tout cas, je pense, la différence sur pas mal d'autres disciplines, encore plus forcément les sports collectifs où on a un peu ce classement individuel. On a forcément d'autres types après de classements qui se montent, donc appelé ranking, où c'est vraiment, voilà, donc la grosse. Je trouve que c'est quelque chose aussi. Alors forcément, quand on travaille dedans, on a tendance à être un petit peu pas vraiment, en tout cas pas vraiment
moi, je suis carrément tranché. Forcément, j'y crois à ce concept, mais c'est quelque chose, je trouve, d'assez innovatif dans le sens où dans un sport d'équipe, on voit jamais vraiment une séparation où on a un classement individuel. Donc, c'est vraiment presque un sport individuel qui est juste pratiqué en équipe. Et je pense que ce côté attractif, surtout pour les jeunes, c'est un peu pouvoir se dire, un peu comme encore plus dans ces temps où on peut malheureusement pas sortir et pratiquer les sports qu'on aime. On voit un peu l'émergence encore plus forte qui était déjà bien sûr bien présente des e-sports et des e-games. Donc un peu toujours cette comparaison avec l'autre. Donc même un débutant, donc vraiment un jeune qui pourrait même commencer sa pratique du 3-3 sur un tournoi près de chez lui, j'espère dans un futur proche, dans les temps qui courent, mais peut vraiment presque se mesurer avec le numéro 1 mondial. Donc actuellement, le fameux Dusan Bulut, aka Bulletproof. Donc je pense qu'il y a ce côté un petit peu, presque, je dirais, de jeu en ligne, de se dire, je peux moi-même me comparer. Et ça reprend forcément, donc c'est les éléments, les sports dont vous avez parlé, le tennis, on s'est un peu inspiré, notre directeur qui a un peu conçu, on va dire, l'algorithme pour créer un peu ce classement individuel. En tout cas, la logique s'inspire un peu des échecs, du tennis. C'est essayer de s'inspirer de plusieurs types de sports individuels pour essayer en tout cas, de prendre toutes ces choses en compte qui sont tous ces aléas un peu du côté sportif. Changer la flexibilité de pouvoir changer d'équipe d'un tournoi à l'autre. Parce qu'il fallait justement vraiment la nature pure du 3 contre 3. C'est cette liberté. C'est vraiment cette liberté de pouvoir un week-end jouer avec un certain groupe d'amis et peut-être le week-end suivant un autre. Et puis peut-être, quand vous commencez à grimper un peu les marches de votre niveau, vous commencez à vous intéresser à des tournois peut-être internationaux qui restent peut-être dans votre pays. Puis après, les joueurs commencent à voyager, encore plus en Europe forcément pour des raisons géographiques qui permettent justement de voyager assez facilement, on va dire. On a beaucoup de joueurs, même sur vraiment les circuits professionnels, qui ils montent tous les trois. Le fait d'avoir une équipe aussi à 3 joueurs, 4 joueurs permet de voyager quand même assez facilement. Donc et puis cette espèce de camaraderie, je vais dire, beaucoup de nos équipes restent des amis presque d'enfance. Donc un peu, on essaie je pense le classement en tout cas permet cette flexibilité et maintient un peu cet aspect qu'on a tous, je pense, connu. En tout cas, tous ceux qui ont joué au basket à un moment ou à un autre, plus sûrement découvert le basket, sont passés un peu par ce format-là. Et Pierre, comment aujourd'hui une fédération nationale peut sensibiliser ces acteurs du 3-3 pour comprendre l'importance de ce classement, sachant que l'Event Maker, c'est la plateforme de gestion des tournois. Mais comment un joueur va pouvoir se voir sur ce classement-là? Comment ça se passe en fait? Il faut un profil, qu'est-ce qu'il faut en fait pour qu'aujourd'hui qu'on puisse faire du ranking individuel au ranking de la fédération? Comme Karim a mentionné, un peu cette nouvelle vague d'ubérisation, on va dire, de choses en général. Je pense que en tout cas la façon dont tout ça a été conçu, et puis chaque pays un peu adapte. Et bien sûr, l'adapte en tout cas à sa population, ses joueurs. Mais en tout cas, l'idée est toujours la même. On veut les pratiquants, tout le monde est maintenant un téléphone dans la main. Il faut que ça soit hyper accessible. Donc oui, la même logique que pour les réseaux sociaux et autres. C'est de se créer un profil pour pouvoir en gros pratiquer. Mais je veux dire, même cette contrainte, même si c'est quelque chose qui vous permet vraiment de vous mettre et de vous faire apparaître physiquement dans le classement individuel, c'est pas non plus une condition, je veux dire, dans le sens obligatoire pour un joueur. Si quelqu'un, parce que il y a toujours aussi, on est dans des temps où la question de la vie privée est très importante. Il y en a qui préfèrent pas partager leurs données. On n'empêche pas non plus justement ces joueurs-là. L'idée, c'est justement pas de construire de barrières et dire vous ne pouvez pas pratiquer parce qu'il vous faut obligatoirement un profil. Donc l'important, c'est d'avoir un profil pour pouvoir cumuler les points, faciliter les inscriptions sur le site. Donc là, le logiciel, en tout cas Event Maker, a vraiment été conçu et on a forcément beaucoup investi. C'était pas forcément parfait au départ. Je pense qu'on est passé à une version, donc c'est un peu vraiment une application web.
Donc, vraiment, n'importe qui peut l'accéder de n'importe quel type d'ordinateur, voire même un iPad pourrait… enfin, vous pouvez même l'accéder depuis votre portable, mais forcément, dès que vous commencez à faire vos plannings de match, etc., ça devient un petit peu compliqué. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir vraiment de permettre à tous les organisateurs, donc qui que ce soit même un individu privé qui veut organiser presque un tournoi entre ses amis ou entre les joueurs de son club de 5-5 régulier, par exemple, ou l'été, c'était vraiment d'avoir un outil qui lui permette facilement de créer un tournoi, de créer son système de compétition, toujours en suivant un peu, permettre quand même une flexibilité, mais pas non plus permettre n'importe quoi, parce que voilà, le classement individuel revient un peu en compte. C'est un algorithme quand même qui peut devenir assez complexe. On va pas peut-être rentrer dans les détails. Et je pense que ce qui serait bien, c'est forcément de partager un peu tous les liens, en tout cas tous ceux que ça intéresse. Je pense que la majorité d'entre vous connaissez ça parfaitement, mais bon, il y en a peut-être d'autres qui seront plus intéressés. Donc, ça peut devenir assez complexe, mais la base, c'est vraiment, voilà, on prend les 9 meilleurs tournois d'un individu. Donc, il faut que les tournois soient donc répertoriés et qu'ils soient créés à travers cet Event Maker, donc on va dire ce logiciel de création de tournois homologué par la FIBA. Et on prend donc les 9 meilleurs résultats sur les 12 derniers mois de tous les joueurs. On additionne tout ça. Après, voilà, pour les matchs les tournois qui sont un peu plus importants et qui ont des statistiques individuelles, on les additionne aussi à tout ça. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre ces 9 meilleurs résultats sur l'année. Donc forcément, le plus d'activités vous avez, le plus de chances vous avez toujours d'obtenir votre meilleur résultat, on va dire. Et puis on fait le total de ça, et ce total détermine un peu et puis pas simplement potentiellement votre classement dans votre ville, dans votre pays, mais bien sûr donc à l'international comme on l'expliquait. Et voilà. Tu as quelque chose à ajouter ou… Pierre, je t'ai coupé ou tu voulais continuer à parler? Non, je voulais juste être sûr que j'ai répondu à ta question. Oui, je me suis emballé. C'est parfaitement clair et tant mieux que tu te sois emballé. Donc, c'est super. En tout cas, c'est précis et aujourd'hui, l'importance de la plateforme FIBA Event Maker, elle est primordiale pour déjà pouvoir suivre l'activité, connecter et créer une communauté 3-3 sur les territoires. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des formations ou comment quelqu'un qui n'a jamais fait du 3-3, quand il veut se lancer, est-ce qu'il y a des formations sur des e-learning par exemple, sur l'Event Maker? Ouais, alors voilà, on crée, alors on a surtout une plateforme de support qui permet un peu avec des articles, un peu des sortes de mini-clips vidéo qui vous permettent un peu de définir chaque partie, de vous aider étape par étape. Et bien sûr, pour les organisateurs qui sont plus intéressés ou qui veulent vraiment savoir plus ou qui veulent même comprendre un peu plus comment s'organise un tournoi de 3-3 en général, si malheureusement la fédération ne peut pas vraiment intervenir parce que forcément il y a des pays qui ont plus de problématiques à gérer toutes les activités de basket en général que d'autres. Donc oui, bien sûr, on est toujours disponible. Il y a simplement à nous écrire à 3x3@fiba.basketball, et souvent voilà, quelqu'un en tout cas de cette partie organisationnelle va prendre contact avec vous, fixer un rendez-vous. On organise un peu des webinars qui peuvent durer, selon après les besoins de chaque organisateur, parce que chaque organisateur a forcément plus ou moins de questions techniques ou juste générales. Donc voilà, d'une demi-heure à on va dire 1 heure pour que ce soit assez complet. Et vraiment l'outil. Je voulais revenir à un point hyper important. Maintenant, je sais que chaque fédération, chaque individu a un peu sa problématique dans son pays. Fédération, comme je disais, forcément, presque malheureusement plus de moyens que d'autres. C'est la vie comme ça. Mais je vais revenir sur un point essentiel parce que j'entendais tout à l'heure M. Cissé et vous avez raison dans le fait de dire, voilà, des fois, c'est pas si simple que ça d'organiser des tournois. Par contre, je pense que justement la beauté, vraiment, en tout cas du logiciel qui est mis à disposition gratuitement, donc il n'y a aucun frais à la base, les terrains, beaucoup de terrains de basket. Je suis jamais allé moi-même au Mali, mais bon, je pense qu'il devrait y avoir. Je sais que vous êtes quand même un pays de basket. J'imagine qu'il y a des terrains qui existent déjà, même si c'est des terrains de 5-5. Des ballons, je pense que ça, c'est des choses qu'on peut procurer. Donc, au final, l'infrastructure, elle est là. Après, oui, organiser un événement comme un World Tour, etc., forcément, ça demande beaucoup plus de moyens. Et je pense que l'organisation pure et simple d'un tournoi de 3-3 pour générer de l'activité, et ça, je pense que vous avez aussi invité Mohamed, qui lui est vraiment… Enfin, pour moi ça
forcément, ça part de là. En tout cas, quand on parlait de créer de l'activité dans un pays, quand on commence à parler d'élite, forcément, la fédération a besoin de chapeauter le tout parce qu'elle a besoin eux-mêmes de coordonner, en tout cas, ce plan-là. En tout cas, pour vraiment créer de l'activité, intéresser les jeunes, leur proposer, leur montrer ce que c'est le 3-3, ça passe par organiser des tournois de 3-3, que ce soit des cliniques. Et ça, c'est un peu le rôle des fédérations, justement, d'organiser un petit peu tout ça. Pas toutes les fédérations peuvent le faire. Mais par contre, ce qu'elles peuvent faire, c'est essayer justement d'activer ces acteurs-là, aller voir les écoles, aller voir pour essayer de générer de l'activité, parce qu'au final, un ordinateur, je pense que ça peut plus ou moins se trouver. Même avec ou sans connexion Internet, vous n'avez même pas vraiment besoin de ça, en tout cas pour faire le tournoi en tant que lui-même. Vous avez besoin d'un ballon, vous avez besoin au final, on va dire 4 équipes, donc on va dire 12 enfants ou 12 jeunes. Et préparer juste forcément le format de compétition, inscrire même les résultats, vous n'avez même pas besoin, c'est des choses que vous n'avez pas tout besoin de faire en direct, donc c'est des choses que vous pouvez rentrer après coup. Donc l'activité, pour moi, elle est quand même, pour un tournoi vraiment très basique, elle peut se faire assez simplement. Et ça, je pense que c'est ça la beauté aussi de cette espèce de démocratisation un peu de la discipline, et de pouvoir vraiment la donner à n'importe qui en gros. Et effectivement, merci Pierre, parce que on a tous fait les playgrounds avec un ballon de basket, un panier de basket et des joueurs. Et comme tu disais, avec ou sans ballon de 3-3, l'important, c'est déjà de commencer à prendre l'habitude, les réflexes, les règles. Et après, en faisant évoluer le projet, je pense que le développement, il doit se concevoir de cette manière. Et petit à petit, humainement, de créer cette communauté, de connecter les gens. Et après, les moyens, je pense qu'elles viendront avec les organisations comme la FIBA Afrique, les comités olympiques. En tout cas, tu fais une bonne transition en parlant d'organisateurs, parce que Sébastien Clivaz est un organisateur suisse, et le rôle des organisateurs est important quand même dans le dispositif, parce que c'est des moteurs, et ils viennent, c'est des forces en présence. Sébastien, encore une fois, merci pour ta présence. Et aujourd'hui, de ce que Pierre vient d'expliquer, des contraintes que Karim a présentées, de la motivation des jeunes manias, comment toi, tu as vécu ton histoire dans l'organisation des événements 3-3, parce que le plus dur au début, c'est d'avoir les joueurs, d'avoir la communauté. Et, comment tu as fait pour créer cet engouement en Suisse en profitant de tout ce qui se fait au niveau national et international? Merci pour l'invitation. Comme je l'ai dit avant, c'est très gentil. Ça me fait plaisir de pouvoir parler de 3-3. On adore parler de 3-3. On a vu Pierre qui parle de 3-3 tous les jours. Il a peut-être fini le travail maintenant. Il a encore envie de parler de 3-3. Et puis avec beaucoup d'enthousiasme, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que pour rebondir sur ce que Pierre il a dit par rapport à la facilité du 3-3, je parle de la Suisse qui est un petit pays du basket, mais qui ne pourra jamais rivaliser en 5-5 avec les grandes nations comme celle par exemple de Karim. Mais en 3-3, on a nos chances parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un roster de 18 joueurs qu'on va couper à 12 ensuite pour aller faire un grand championnat pour lequel on n'arrive pas à se qualifier. On a la chance de pouvoir bénéficier de cette discipline qui est pour les petits pays du basket un grand avantage au niveau international et qui pousse les fédérations à de plus en plus investir de l'argent. Donc ça, c'est vraiment un grand plus. Du point de vue organisateur, j'ai eu la chance d'être assez vite dans le 3-3. C'est en 2012 que j'ai organisé mon premier événement de 3-3, qui était un grand événement de 3-3. Ce n'était pas le but au début, et puis c'était un peu le message que je veux passer. Et puis Pierre, il l'a aussi très bien dit, c'est que le 3-3, on peut vraiment adapter le type d'événement qu'on veut faire. Est-ce qu'on a envie de faire un événement dans notre club? Est-ce qu'on a envie de faire un événement de fin de saison dans le club, ou est-ce qu'on veut faire un bel événement au centre de la ville? Est-ce que c'est la commune, la ville, le village qui veut organiser un événement? Est-ce qu'on a un? Est-ce qu'on a deux? Est-ce qu'on a 3 paniers à disposition? Combien est-ce qu'on a de joueurs à disposition? Et grâce en répondant à ces questions, on peut se lancer dans l'événement qu'on a envie de faire. On n'a pas besoin de vouloir se dire pour organiser un tournoi de 3-3, on a besoin de 2 paniers, ce qui est le cas en 5-5. Pour organiser un tournoi de 5-5, on est obligé d'avoir énormément de joueurs. En 3-3, on n'est pas obligé d'avoir énormément de joueurs. Et ça, c'est vraiment un grand plus que moi, je remarque dans le 3-3. Pour parler de la Suisse, encore une fois, qui n'est pas un grand pays de basket, on n'a pas les gens comme en Europe, par exemple, pour la Serbie, la Lituanie, où ils vivent à travers le basket. On a de la peine un peu à faire venir les gens dans les salles. Et là, le grand avantage du 3-3, c'est qu'on est au centre des villes.
j'aime bien employer le terme bring basketball to people. On va vers les gens. Les gens, ils passent, ils voient du basket et c'est une promotion du basket. On parle des fois un peu, il y a une concurrence 3-3, 5-5. Non, moi je pense on parle tous de basket. Les gens, ils voient du basket, ils disent ah, il y a un panier de basket, il y a un ballon de basket, c'est du basket. Et ça, c'est un grand avantage avec le 3-3, c'est de pouvoir justement être un peu partout. Là, par exemple, la photo qu'il y a derrière moi, c'était au bord du lac. On a eu la chance de parler avec une ville, plus un partenaire, et on a fait le deal et on a pu faire un excellent événement au bord du lac. Et certaines fois, on va au centre des villes, certaines fois dans des salles de basket, on peut vraiment organiser de toutes les manières en fait un tournoi de 3-3. Il faut, pour que les personnes qui veulent organiser un tournoi, c'est plutôt de se dire mais quel projet j'ai? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis une fédération? Est-ce que je suis une ville? Un organisateur tout seul, quelqu'un de motivé à vouloir faire de l'activité basket? Et quel est mon but? Est-ce que je veux faire une promotion? Est-ce que je veux faire une activité d'élite? Des tournois, comme je disais, au sein du club ou peut-être pour des partenaires qui sont prêts et collaborer avec eux je collabore toujours avec eux. Je pense que leur système Event Maker est quelque chose de très très bien pour tout organisateur. C'est pas facile de créer des programmes de match, c'est pas facile d'avoir des inscriptions, c'est pas facile de changer le programme au cours de la journée si on n'a pas un outil qui nous aide. Et là, la FIBA, elle met vraiment à disposition de tout le monde de pouvoir utiliser un programme qui permettra de facilement créer en fait un événement, créer un programme et en plus après les joueurs qui vont gentiment rentrer dans le jeu de pouvoir marquer des points, faire des points et puis de vouloir toujours jouer plus. Et ça, c'est vraiment un énorme plus en tant qu'organisateur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc c'est vraiment un point sur lequel j'ai envie de pousser et puis c'est un point où pour tout développement, c'est la chose que j'ai fait en Suisse, c'est vraiment de savoir mais quel projet vers quel projet j'ai envie d'aller, de ne pas se mettre la pression de vouloir partir trop grand avec beaucoup trop de terrain, beaucoup trop d'infrastructures, un budget qui est beaucoup trop haut, plutôt commencer petit. Dans certaines villes, on a commencé petit et petit à petit, on s'est dit on va faire un plus grand tournoi. Au début, il y a peut-être 20 équipes. Après, il y a 30 équipes, 40 équipes. La FIBA, ils sont en train d'organiser chaque année un tournoi populaire qui est devant la House of Basketball. Et chaque année, il y a plus d'équipes parce que le bouche à oreille marche. C'est une bonne organisation. Donc, ils ont commencé un petit peu plus petit et maintenant, ça devient un grand événement. Et c'est ça l'avantage du 3-3, c'est qu'il n'y a pas une grosse pression financière pour pouvoir faire quelque chose de bien et pouvoir faire quelque chose qui va permettre à tout le monde de s'amuser parce qu'à la fin, on veut faire du 3-3, on veut faire du basketball et même avec les règles qui ont été mises en place par la Fédération internationale, c'est vraiment quelque chose qui est top pour un joueur qui même fait du 5-5 de pouvoir faire du 3-3 l'été parce qu'il y a énormément de skills, de choses que je peux améliorer dans mon jeu pendant l'été en faisant partie en fait d'un mouvement qui va grandir. Ok, super Sébastien, parce que tu viens rajouter ton expérience et ton expertise sur la palette. Et aujourd'hui, on se rend compte avec ce que tu expliques que la fédération a besoin de toutes les forces en présence. Toutes les fédérations ont besoin des forces en présence pour développer une discipline. Et aujourd'hui, la spécificité du 3-3 fait que avoir des personnes ressources comme toi ou Mustapha qui sont des organisateurs privés, vous pouvez vraiment aider à faciliter le maillage, à toucher un public que les fédérations des fois n'arrivent pas à toucher. Et je pense que travailler en toute synergie peut être une valeur ajoutée pour le rayonnement et le développement de cette discipline. Oui, je pense. Je voulais juste rajouter, moi j'étais d'abord organisateur avec ma propre entreprise, ensuite j'ai travaillé au sein de la fédération et j'ai rencontré plein de fédérations. Pierre, il pourra parler mieux que moi de ça, mais dans certains pays, c'est des promoteurs privés qui font uniquement de l'activité. Certains pays, c'est uniquement les fédérations qui ont vraiment le gros du contrôle. Et à la fin, c'est bien quand les fédérations, peut-être, elles s'asseyent avec les promoteurs privés afin de se dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quels sont vos buts? Parce qu'à la fin, la fédération n'a peut-être pas les moyens de mettre en place un département Events 3-3, n'a pas les moyens de créer de l'activité 3-3. Et je pense que s'il y a des personnes motivées, des clubs ou des personnes tout seules, des associations motivées à organiser des événements, moi j'invite vraiment les fédérations à les aider. Rien qu'en faisant de la promotion, il ne faut pas parler toujours de cet aspect financier, mais je pense que si on peut faire de la promotion pour les tournois, c'est déjà un grand plus.
Et pour l'organisateur qui demande peut-être une petite finance d'inscription, ça permettra justement de pouvoir rentrer dans ses frais et de faire de la promotion du basket. Super, et encore une fois, je salue la qualité des intervenants, des interventions, parce que c'est vraiment riche. Et quand je résume tout ce que vous venez de dire, je ne peux pas m'empêcher de m'adresser à M. Jean-Michel, qui est le responsable de développement, parce que tout ce qu'on vient d'entendre concerne déjà le développement au niveau international, et aujourd'hui, la particularité, on parle du continent africain. Jean-Michel, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Voilà, Jean-Michel, nous venons d'entendre les intervenants, Karim, Pierre, Sébastien et Dia, expliquer un peu, partager leur expérience qui sont quand même diverses et riches, d'une fédération, d'un organisateur, d'un membre du département 3-3 de la FIBA. Vous, de votre expérience, parce que la Fédération malgache quand même fait partie des précurseurs du 3x3 en Afrique, et aujourd'hui en étant responsable du développement au niveau de la FIBA Afrique, que pensez-vous de tout ce qui vient de se dire, et déjà quel message lancez-vous à ces fédérations pour vraiment s'y mettre et développer cette activité? En tout cas, merci aux intervenants parce que les interventions ont été vraiment riches. Je vais rebondir sur l'intervention du Mali, qui est un très bon exemple de fédération nationale qui s'est pris à temps. Parce que je reviens un peu sur le passé, parce que le constat en Afrique était que l'Afrique s'est pris un peu en retard par rapport aux autres continents, aux autres pays dans le 3-3. Ça, c'était le constat. Lorsqu'on a fait le JOJ en 2010, beaucoup de pays autres africains se sont mis dans le 3-3 très rapidement, mais l'Afrique s'est un peu encore retardée par rapport à ça. Et c'est ça ce qui fait que le cas du Mali est un cas vraiment intéressant, parce que le Mali, par contre, grâce à son potentiel de jeunesse, grâce à sa stratégie, parce que le Mali est un pays qui s'est beaucoup orienté vers le basket des jeunes, ils se sont pris sur le 3-3 et a commencé à travailler dessus. Les réalités, quand je reviens sur le contexte africain pendant cette période-là, les réalités étaient très simples, que tous les pays africains jouaient le 3-3. Le 3-3 était un jeu qui était basique, tout le monde en jouait, comme vous le savez, mais personne ne le formalisait. C'était ça les réalités en Afrique. Personne ne le formalisait, chacun jouait dans son coin. Il y avait tous les outils, comme vous avez dit, les makers pour faire les enregistrements, apprendre à utiliser ces outils-là, ce qui fait que le retard même au niveau du ranking qui est constaté jusqu'à maintenant était dû à tout ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut aussi savoir que malgré que c'était un jeu naturel sur le terrain, l'Afrique n'avait pas assez de matériel pour vraiment exploiter le jeu. C'était vraiment très tard, quand j'arriverai un peu après sur la stratégie qu'a adoptée FIBA, qu'on a commencé à vulgariser les ballons de 3-3. Malgré que c'est bien, on peut commencer avec les ballons normaux, mais ce serait quand même autre chose de jouer avec les ballons qui sont normalisés. Ça, c'est autre chose. Donc l'Afrique, même les ballons 3-3 étaient arrivés en retard au niveau de l'Afrique. De même pour les matériels spécialisés comme les terrains ou les chronos. Donc tout ça était arrivé un peu en retard, ce qui fait que l'Afrique s'est pris un peu en retard. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je reviens encore sur le cas de Mali qui a parlé des promoteurs. Le cas de l'Afrique, c'est spécifique aussi. Il y avait eu, disons, une période d'attente où on s'est dit comment vraiment on va gouverner ce 3-3-là. Est-ce que le 3-3 va être gouverné au sein de la Fédération nationale? Est-ce qu'on va aller chercher des promoteurs? Est-ce que c'est la fédération même au niveau d'une commission au sein de la fédération qui va le gérer? Donc là aussi, c'était pendant une certaine période, c'était tout un débat au sein des fédérations nationales, ce qui fait que on n'a pas pu vraiment le développer, comme disait mon ami qui vient de Suisse, qui a su dès 2012 comment travailler avec les promoteurs privés.
qui est l'une des voies qui est très intéressante pour promouvoir. Dans cette période de 2010 jusqu'à 2014, on a fait face à tout cela. Et en même temps, au niveau de l'Afrique même aussi, les compétitions formelles, je parle de compétitions continentales, n'ont pas encore été mises en place. Je parle par exemple d'Africa Cup, etc., etc. Donc, c'était à partir de 2013-2014, c'est là vraiment qu'on a commencé à formaliser le 3-3 au niveau du continent. On a mis en place des programmes de formation, parce que pendant cette période, vous savez, même au niveau technicien, on n'avait que quelques nombres d'arbitres 3-3 qui sont arbitres certifiés. C'est maintenant qu'on commence à avoir un certain nombre d'arbitres 3-3. De même, au niveau de chaque fédération nationale, ce qui est dans la stratégie, qui est vital d'avoir le point focal pendant une certaine période. Un certain nombre seulement de fédérations nationales avaient leur point focal 3-3 ou ce qu'on appelle les coordinateurs 3-3. Donc, c'est ça qui a fait qu'il y avait eu des faiblesses au niveau des organisateurs parce que pour développer le 3-3, c'est une des stratégies les plus importantes d'avoir ces coordinateurs-là. Personne n'en a parlé, mais c'est quelque chose de fondamental d'avoir ces personnes formées, certifiées, qui maîtrisent les 20 makers, qui vont promouvoir dans toutes ces tournois de quartier, vont pousser les gens à utiliser le plateforme. Donc, c'est à partir comment ces coordonnateurs, vous les identifiez, parce que vous venez de dire former, certifier. Est-ce qu'il y a un processus qui est mis en place pour devenir coordonnateur? Comment vous faites au niveau de la FIBA et comment il y a tout un processus et ça fait partie intégrante de la stratégie qu'on a mis en place au niveau de FIBA Afrique parce que grâce à des programmes qu'on a fait avec la FIBA, je prends un exemple concret. On a mis en place depuis 2016 par là un programme avec l'IBF, qui est la fondation de FIBA, un programme qu'on appelle Free on Free Youth Cup. Donc, grâce à ce programme-là, où on fait des tournois de 3-3 régional, on sollicite les fédérations nationales à choisir quelqu'un qui est impliqué dans le 3-3 dans son pays, et on les invite et on les forme. C'est la FIBA même qui forme par fédération nationale ces personnes-là qui vont être formées à l'utilisation de ces outils-là. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'est fondamental, parce qu'arriver dans leur pays, ces gens-là vont aussi essaimer ces connaissances au niveau de tous les tournois. Donc, l'existence d'un point focal dans chaque pays est vitale pour la promotion. Donc, ça, c'est une actuellement, au niveau du continent, je peux dire que peut-être à peu près 70 à 80% des fédérations nationales africaines disposent maintenant de points focaux. Un autre point qui mérite aussi d'être souligné, j'ai souligné le volet promoteur privé qui était là, mais il ne faut pas oublier le contexte réel de l'Afrique. Le contexte réel de l'Afrique, c'est que jusqu'à maintenant, lorsqu'on un pays va participer à une compétition internationale, comme a dit notre ami de Mali, l'implication de l'État est vitale. Ça, il faut le reconnaître. Donc, pour pouvoir participer à une compétition internationale, la Fédération nationale va être toujours obligée de solliciter l'appui de l'État, malgré que le 3-3, c'est quand même une solution qui est vraiment comme une bouée de sauvetage pour les fédérations nationales. Quand on parlait de rooster, on peut monter une équipe avec 5 ou 4 joueurs. C'est toujours une contrainte pour les pays pour participer aux compétitions internationales. Donc ça, c'est une autre réalité aussi quand je parle au niveau continental. Et la dernière réalité qu'il faut connaître, c'est l'organisation de compétitions. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a 3 compétitions, il faut le savoir, au niveau continental. Donc, on a créé un tournoi U18 au niveau du Mali régional. Donc, ces tournois-là,
ce n'est pas suffisant. Si ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir tirer vers le haut le 3-3 africain. Il faut, comme vous l'avez bien dit, la massification. Il faut vraiment tout un travail au niveau du grassroots. Donc là, c'est une autre paire de manches stratégique de FIBA Afrique, d'aider les pays pour avoir une massification du 3-3 au niveau de chaque pays. Et dans cette stratégie-là, donc, il y a tout un volet, il faut d'abord voir le volet. Je sens que c'est simple, qu'on a les matériels, mais les réalités en Afrique, c'est qu'on a besoin de matériel. Il faut des ballons. Moi, je pense que maintenant, en 2020, pratiquer le 3-3, c'est ballon réglementaire maintenant. Donc, je pense que si c'était en 2012, 2013, on peut se permettre de jouer avec les ballons qui n'est pas réglementaire. Maintenant, je pense qu'on devrait jouer avec des ballons quand même réglementaires. Donc, ça, c'est une opération qu'il faut faire. Donc, on a une politique dessus. Les sols de 3-3, les chronos 3-3, tout ça, je pense maintenant qu'on devrait vulgariser pour qu'on puisse vraiment être à niveau mondial. Parce que ça, depuis ça laisse de l'Afrique de ne pas avoir ces matériels adéquats. Et pour terminer, peut-être pour ne pas trop m'étaler sur ça, l'international, ça c'est important. Il est important de le souligner. Maintenant, je pense que Mr. Ambrose peut nous donner des informations dessus, mais je sais qu'actuellement, on a pu l'avoir. Mais avant, ça a été assez compliqué. On fait des compétitions africaines qui ne sont pas qualificatives aux compétitions mondiales. Donc, ça limite la motivation des pays de participer à nos activités. Donc ça, c'est vital et je pense que c'est grâce maintenant à l'existence de la commission de FIBA, du 3-3 au niveau de FIBA qui a été créée cette année, toute une politique va évoluer. Et vraiment, je salue la présence de notre ami Ambrose Tachouba au niveau de cette commission-là qui peut apporter beaucoup de choses au développement de l'Afrique. Donc, pour résumer un peu mes propos, juste... Jean-Michel, on ne vous entend plus. Jean-Michel, est-ce que vous entendez Jean-Michel? Oui, là. Oui. Non, là, on ne vous entend plus, Jean-Michel. Jean-Michel? Ok, je voulais juste conclure. Allô? Oui. Est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bon. Oui. Ok. C'était juste pour conclure mes propos, c'était vous dire que le 3-3, on peut dire que les qualités intrinsèques des joueurs africains répondent parfaitement aux qualités requises de joueurs 3-3. Donc, l'Afrique doit s'y appliquer. Ça c'est important. Et comme tout le monde l'a dit tout à l'heure, c'est un moyen d'arriver très vite à un niveau international très haut. Et là, je reprends l'exemple de mon pays, où Madagascar, avec ses difficultés, avec comme on dit toujours, son insularité, où on a beaucoup de difficultés de participer aux compétitions continentales, étant donné qu'on est sur une île, donc on a toujours des problèmes de moyens pour participer. Grâce au 3-3, on a pu très vite, et c'était vraiment le bon exemple, en 3 ans, on a pu très vite se hisser à un rang quand même assez intéressant. On a eu l'année dernière la médaille d'or aux Jeux africains à Maroc, ce qui est quand même exceptionnel. Et je peux vous dire qu'on s'y est appliqué depuis 2015-2016. C'est là vraiment qu'on n'a pas raté les compétitions internationales. Donc très vite, on peut aller à ce niveau-là. Donc c'est un bon exemple, mais on peut vraiment le prendre pour tous les pays qui se situent au même niveau que Madagascar. Donc on peut vraiment le prendre comme exemple.
En tout cas, merci Jean-Michel, votre explication en résumant un peu la situation du 3-3 en Afrique et un peu en parlant du Madagascar. C'est vraiment intéressant et je pense qu'il y a tellement de choses à dire qu'une seule webconférence ne suffirait pas à débattre sur le sujet du 3x3. Pour rappel, le thème, c'est vraiment quelle stratégie adopter pour le développement du 3x3 en Afrique. Nous avons Ambrose Tachobia, qui est le vice-président de la commission, comme l'a précisé Jean-Michel. Hello, Ambrose. Hello, Hello. DI. Oh, yeah. Thank you, Ambrose. Thank you for taking part. Après, Ambrose va s'exprimer en anglais. On fera un bref résumé de ce qu'il va dire. Ambrose va faire juste une petite contribution par rapport à tout ce qu'il a entendu en tant que représentant membre de la commission FIBA. Ambrose, can you contribute and tell me what do you think about everything you heard here on the web? Yes, I will, and you will help me interpret point by point to the other members. First and foremost, I think this COVID-19 situation might be good or a blessing in disguise for 3-on-3. We need to capitalize on it to restart basketball in Africa. It is easier for most federations after this challenge to fund 3-on-3 or for the coordinators and promoters to do 3-on-3 than 5-on-5. So it might be a blessing in disguise. So we need to keep thinking of how we can use this as opportunity for 3-on-3. Thank you, Ambrose. Then interpret that, then where I give you another point. That's one point. You wanted to translate after you do another point? Yes, one point. There are 3 points I have only, so no problem. Okay, please. Mustafa, can you translate for Ambrose's point? Okay. Bon, je n'ai pas tellement trop suivi, mais je pense qu'il parle de l'importance de se réunir en ces périodes même de Covid-19 et de tirer même une vision positive de la situation en ce moment qui guette le monde entier. Donc, la situation de confinement et tout ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. Et que ça nous aide aujourd'hui en tant qu'Africains de par les vidéoconférences pour se familiariser et pour faire des workshops et de par là améliorer le mode de fonctionnement du 3-contre-3 basket. Number 2, as 3-on-3 Africa, we agreed, I know Jean-Michel has already talked about this strategy at FIBA Africa, but we agreed to a strategy called RESET. RESET, R means restructure, E means empower, S means simplify, and T means transcend. What we are saying, we are restructuring a bit. What we have created in the new structure is to make sure that every federation will have a 3-on-3 person who is responsible for 3-on-3 on the National Federation Board. You are going to receive communication, all federations will receive communication about this. This is important because we need to have on every national federation board someone who is going to be planning and lobbying resources for 3-on-3 and also helping make sure that the programs of 3-on-3 are synchronized with 5-on-5. So that is for the strategy on the restructuring. Then we are insisting on empowering our people. There are many resources from FIBA that can improve your human resource. So we're encouraging e-learning
for many people in your federation, not only one coordinator, many people to do e-learning and to be able, like Pierre is saying, to be able to host different tournaments, to have the information and the knowledge about how to host 3-on-3, how to run programs of 3-on-3. Then simplify, we are saying simplify 3-on-3. 3-on-3 is street basketball. Play it any form of backyard basketball, play 3-on-3, make it simple. Don't complicate it too much so that we have many activities for your federation at the grassroots level. And transcend, let's make sure that we go beyond where we were yesterday. I think if we did those, we should be able to improve our 3-on-3 and involve as many people. The promoters are very, very important for 3-on-3. We are encouraging as many federations to make sure they work well with promoters. In Africa, we had a problem where people are not working, federations are not working well with promoters. So through the zone board, we're encouraging all national coordinators to support promoters and even agencies. So it's going to be very important that federations work together with promoters, work together with other marketing agencies to improve on the number of activities that the federation can have. And at the end, this will help the federation ranking. So those are the 3 points I wanted to emphasize. I know we already have talked so much. Donc, je pense pour être juste pour faire un peu le summary. Okay, thank you, Ambrose. Merci. Thank you, Ambrose. Voilà, on a besoin de faire la traduction ou pas, Mandiaï? Oui, je vais y aller, t'inquiète. Ambrose a beaucoup insisté sur ce que je comprends et ce que j'entends. C'est effectivement, la FIBA Afrique a déjà une stratégie de développement qui est très bien, que la stratégie, elle s'appelle Reset, avec en anglais. Et aujourd'hui, dans une des priorités qu'a dit Jean-Michel, qu'Ambrose a confirmé, c'est l'importance d'avoir un coordinateur qui est formé, qui est impliqué et qui supporte et qui complète la stratégie aux organisateurs privés, aux agences qui veulent faire de l'événement sur le 3-3. Et de là, je pense que c'est important de savoir, c'est la communication que la FIBA va faire vis-à-vis de ces organisateurs, de ces coordinateurs pour le développement de ces disciplines. Nous avons Monsieur Dubat qui va devoir partir pour des obligations professionnelles. Avant qu'il nous quitte, Pierre, j'ai une question du chat qui dit comment on peut améliorer rapidement notre ranking avant de nous quitter. Est-ce que tu peux répondre à cette question qui vient du chatbox? Oui, alors bien sûr, j'ai déjà un petit peu répondu par écrit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, malheureusement, surtout heureusement, parce que le but, c'est quand même de développer, de mettre des bases solides dans chacun des pays afin de vraiment construire quelque chose qui va vraiment perdurer dans le temps. Donc, il faut organiser, on revient de toute façon à la base, il faut organiser des tournois. Donc, j'ai vraiment créé de l'activité. Il faut créer cette communauté de joueurs, peu importe, aussi petite qu'elle puisse commencer. C'est souvent le cas, surtout dans les premiers tournois où on ne sait pas exactement où on va. Pas essayer d'être trop gourmand comme Sébastien l'a expliqué aussi tout à l'heure. Essayer de savoir un peu les moyens qu'on a, comprendre un peu les joueurs qu'on a, le niveau. Voilà, essayer de faire en sorte qu'on fasse un tournoi, surtout pour donner envie aux joueurs de revenir. Sûrement, si on a des jeunes joueurs, les familles viendront regarder, les amis, les grands-parents, etc. Donc, il y a toute une espèce de petite communauté. Il y a beaucoup d'organisateurs privés qui ont commencé comme ça il y a 10-15 ans à créer cette communauté. Ils ont commencé vraiment petits et voilà, Alors, on parlait de l'exemple de la Roumanie, mais je trouve que pour moi, c'est le meilleur exemple de l'organisateur privé
qui, sans vraiment beaucoup d'aide de la fédération, a créé vraiment cette communauté et ils arrivent maintenant à créer des tournois qui sont quand même assez conséquents avec des sponsors, donc ils en vivent de créer des tournois. Et là, ils vendent leurs inscriptions vraiment, c'est littéralement comme un, je sais pas, comme un concert de Beyoncé où ça part en vrai littéralement 2 minutes. Donc, c'est le bon exemple de voilà, se focaliser là-dessus. En tout cas, il y a pas beaucoup de choses, mais il faut commencer quelque part. Donc, voilà, rapidement, ça, il n'y a pas vraiment de possibilité. C'est juste créer cette communauté et faire en sorte, en tout cas, que vos joueurs qui aiment, en tout cas, jouer, puissent aient la chance de pouvoir pratiquer, même si c'est des petits tournois, donc de minimum de 4 équipes, mais au moins la possibilité presque de pratiquer ça tous les week-ends ou une fois par semaine si vous avez une salle ou un terrain disponible 2 heures, 3 heures par semaine. Régulièrement organiser peut-être des plus petits tournois, mais on a organisé régulièrement. Donc déjà, ils pratiquent plus souvent. Et puis, en créant cette communauté, vous pourrez créer des plus gros tournois. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est pour rester très, très léger, pas rentrer non plus dans trop les détails techniques, parce qu'après, il y a une multitude de choses, comme Jean-Michel l'a aussi expliqué, qui peuvent vous permettre de vraiment solidifier en tout cas le développement même, mais en tout cas pour dire de commencer quelque chose et vraiment créer vite une activité et voir un peu, si vous commencez vraiment surtout de rien, vous verrez vite qu'avec cette constance en tout cas d'organiser des tournois régulièrement, vous allez vite voir que votre classement en tant que fédération et les classements individuels des joueurs, surtout s'ils jouent régulièrement, va vite grimper. Merci beaucoup Pierre. Voilà, et c'est à peu près tout. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Et encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation à ce premier épisode d'Africa Talk. Et merci pour tes riches interventions. Et Mustapha, est-ce que tu souhaiterais remercier Pierre avant qu'il quitte la conférence? Moi, j'ai un témoignage à faire au fait. C'est que Pierre est là depuis le début. Hein. Donc, depuis le début de mes, comment dirais-je, que j'ai commencé à faire le 3 contre 3, il n'a cessé de m'aider, de m'épauler sur Event Maker. Donc, je le remercie d'avoir bien aussi répondu à cet appel. Donc, et de son intervention qui est tellement pertinente. Et j'en ai sûr que les participants ont bien appris de son intervention. Donc, merci beaucoup encore une fois, Pierre. Et à la prochaine. Ouais, bah merci beaucoup. Et encore, je voulais vraiment dire merci pour l'initiative. Finalement, moi, c'est la moindre des choses que je pouvais faire, c'est voilà, essayer d'expliquer certaines choses, parce que c'est vrai que quand on met un peu le nez dans le 3-3, on va dire que la discipline elle-même est simple, mais il y a beaucoup de choses après pour renforcer un peu cette dynamique pour la complexité, donc qui devient plus complexe. Et puis, voilà, moi, je voulais dire, au final, c'est vous tous les acteurs. Donc, moi, voilà, n'hésitez surtout pas à me contacter. On est là pour ça. Ce qu'on peut faire, on le fera. Voilà, vous aider du mieux qu'on peut. En tout cas, bravo, continuez tous. Et puis, on reste en contact de toute façon. Merci encore. On essaie de vous voir mardi prochain pour l'anglais. J'attends l'invitation. Pas de problème. Merci. Ciao. Allez, merci. Allez, au revoir tout le monde. Au plaisir. Bye. Nous venons de passer 1h30 de conférence. Je vais revenir avec les intervenants pour un petit mot de la fin et rebondir sur les échanges que nous avons eus pendant cette conférence. Ce qui est dommage que le temps, il peut être long, il peut être court, mais il y a tellement de sujets à traiter pour le développement du 3x3 en Afrique. Et je pense que ce ne sera pas lors d'une seule conférence qu'on va réussir à traiter les sujets. En tout cas, bon, ce que j'entends de toutes les personnes qui ont intervenu, c'est leur disponibilité à aider, à contribuer et à participer à ce développement du 3-3 mondial et plus particulièrement en Afrique. Sans tarder, Karim, de ton point de vue, d'entraîneur, d'acteur majeur du 3-3 français et mondial, que retiens-tu de cette initiative et quel est ton mot de la fin pour qu'on puisse conclure et clôturer cette conférence? Mon mot de la fin, c'est qu'en écoutant un peu tout le monde parler, c'est qu'on a tous des problématiques différentes, certes, mais on a tous entre les mains vraiment un bijou qui est le 3-3, qui est vraiment ce sport qu'on peut développer. Et je pense que si tout le monde tire dans le même sens et que si les fédérations entre elles aussi
retrouvent à organiser des compétitions, des tournois, des choses comme ça va vraiment développer, je pense, encore plus le 3-3. Aujourd'hui, comme je disais, c'est vraiment une mine d'or. C'est vraiment quelque chose on est encore au tout début du 3-3, donc on peut encore le façonner de beaucoup de façons différentes. Mais c'est vraiment un outil intéressant. Et moi, je suis vraiment content de voir la direction que c'est en train de prendre et que tout le monde est en train vraiment de vouloir développer ce sport. Et voilà. Et puis après, on commence aussi, il y a beaucoup de visages qui me sont familiers parce qu'on commence à se croiser tous et toutes sur les compétitions. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment tous impliqués dans le même but, développer le 3-3. Ok, ben merci Karim et merci encore pour ton intervention. Merci. Sébastien Clivaz, on a beaucoup parlé des organisateurs privés, Ambrose, Jean-Michel et Moustapha qui est un de tes collègues organisateurs. Ça confirme l'importance des organisateurs privés dans le dispositif. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on vient de dire et c'est quoi ton mot de la fin, Sébastien? Je pense qu'on va dans la bonne direction. C'est vraiment le mot de la fin. Je pense que c'est important qu'on travaille ensemble. Ça, c'est la chose la plus importante. J'ai eu la chance d'être organisateur privé, être aussi au sein de la fédération. Chacun a ses problèmes, chacun a ses intérêts et je pense qu'il faut qu'on mette l'intérêt du 3-3 ensemble, que ce soit un intérêt commun. Et pour terminer, je pense que le message que j'aimerais pas la fédération suisse n'a pas les moyens de la fédération française, mais la fédération suisse a fait avec ses moyens. Et chaque fédération doit commencer à quelque part, aller gentiment mais sûrement. Et je pense que grâce à ça, chacun va atteindre ses buts. On n'aura pas tous les mêmes buts, mais à la fin, on est tous amoureux du basket. On veut tous développer le basket. Et le 3-3, je pense que c'est vraiment un outil incroyable pour le développement du basket. Donc, il faut plutôt se focaliser sur les solutions plutôt que les problèmes, ce qui est très facile à dire. Mais je pense qu'il faut surtout se dire d'aller pas après pas vouloir faire trop de choses trop rapidement et de se brûler les ailes et aller vers quelque chose qui nous ressemble. Mais un grand merci pour cette initiative. J'étais un peu précurseur dans mon pays par rapport à ces initiatives de mettre les gens ensemble. Là, vous faites au niveau du continent, ce qui est magnifique. Et je pense que, comme Pierre, moi, la même chose, Karim aussi, on est content de pouvoir participer, pouvoir donner un peu de notre expérience parce qu'on est depuis plus longtemps dans le 3-3. On a fait beaucoup d'erreurs, on a fait des choses bien et je pense que si on peut donner notre temps, c'est vraiment très volontiers qu'on va le faire. Allô, Sébastien? Oui, j'ai terminé. Il faut que je peux rajouter. Moi, je peux parler pendant des heures, 3-3 si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Gia, est-ce que tu es encore avec nous? Allô? Bon, oui, je suis là. En attendant que Sébastien revienne. Oui, Gia. Oui. Voilà, quand tu entends tout ce qui vient de se dire, ça confirme tout l'enthousiasme qu'il y a autour de cette discipline. Pourrais-tu nous communiquer ton mot de la fin et vraiment ce que tu as pensé de cette initiative de Moustapha Sall de CIREM? Ok, je vous remercie. Vraiment, Moustapha doit être encouragé parce qu'avoir l'initiative en ce moment-là, ce n'est pas facile pour tout le monde. Il est à féliciter, il est à soutenir. Bon, mon mot de la fin est que je ne peux pas terminer sans remercier FIBA aussi, qui nous fournit des terrains, des matériels de 3 contre 3. Et je remercie encore les organisateurs, ma fédération, tous ceux qui s'impliquent de près ou de loin pour la réussite du 3 contre 3. Comme Sébastien vient de dire, les moyens ne sont pas les mêmes, les pays ne sont pas les mêmes. Dans ce cas, entre nous, si on met l'intérêt du 3 contre 3 devant, je sais qu'on peut aller loin encore. Et je vous remercie tous d'avoir participé. Et il faut qu'on organise ça régulièrement pour qu'on puisse progresser dans les 3 contre 3. Je vous remercie. Super. En tout cas, mes encouragements à la fédération malienne. Et voilà, donc nous restons disponibles pour aider et accompagner dans le développement de cette discipline dans notre continent. Jean-Michel, un mot de la fin?
Oui, juste deux points pour terminer. En tout cas, avant les deux points, je tiens comme tout le monde à féliciter l'initiative et vraiment, c'est important qu'on ait des échanges comme cela. C'est des échanges très productifs et si on continue dans ce sens-là, je pense qu'ensemble, comme on a dit, on pourra encore aller très loin dans le développement de ce 3-3 qui n'est, comme vous dites, qu'à son commencement. Parce que là, après les JO, je pense que après les JO de 2021, les 3-3, ça va être autre chose. Donc, on est vraiment qu'à son commencement. Donc, j'aurais juste deux points à ajouter pour conclure. Le premier point, c'est vraiment insister et dire aux pays que développer le 3-3, ce n'est pas délaisser le 5-5. Il n'y a aucune contradiction, à mon avis, de développer les deux, parce que le 3-3, c'est un levier, pour moi, c'est un levier considéré comme un levier du développement de discipline en général. Donc, il n'y a aucun conflit, il n'y a aucune contradiction à ce qu'on développe le 3-3. C'est une question d'organisation, bien sûr. Il y a les contraintes, comme on a dit, des joueurs et surtout particulièrement en Afrique, on n'a pas encore des joueurs spécialisés pour le 3-3. Ça, c'est clair. Donc, on tire les joueurs du 5-5. Donc, vous voyez, c'est quand même assez compliqué au niveau du calendrier de gérer, d'avoir l'autorisation, les avals des clubs pour participer aux compétitions. Donc, tout ça à gérer. Mais à l'avenir, ce n'est que bénéfice pour nous tous de développer le 3-3. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, une des lacunes qu'on a encore en Afrique, c'est vraiment d'avoir les compétitions continentales comme il faut. On n'a pas assez de compétitions. Donc, mon souhait, et là, je me tourne vers mon ami Ambrose Tashoba, qui est à la tête de 3-3 en Afrique. Il est temps vraiment d'avoir notre tour 3-3 en Afrique. Ça, c'est important. Il faut ajouter plus de compétitions que les compétitions qu'on a. Et comme on a dit, intégrer aussi nos compétitions aux différents tours internationaux. Ça, c'est encore un peu plus compliqué, mais il faut le faire. Il faut que nos joueurs, il y a plus de joueurs africains qui soient visibles au niveau mondial. Donc, ça, c'est un objectif qu'il faut se fixer. Et en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, au bas de l'échelle, le grassroots, on doit le développer. On doit toujours ne pas oublier qu'à la base, c'est les jeunes, les écoles, les quartiers, tout ça, comme on a dit, il faut le faire. Donc, voilà. Donc, moi, particulièrement, moi, je suis confiant pour le 3-3 en Afrique. Je suis confiant et je reste confiant dans cette vision-là que d'ici quelques années, l'Afrique va se trouver à un niveau élevé du 3-3, quoique actuellement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, merci à tous et j'espère qu'on va continuer dans ce sens-là, échanger et être ensemble. Merci à tous. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et effectivement, quand vous dites que ce serait bien d'avoir un World Tour ici, et je pense que tout le monde en serait content. Et Karim, et je vois bien dans le chatbox, il y a Jamil Roussi qui est un des grands speakers en France et aujourd'hui qui est vraiment un des speakers du dispositif 3-3 en France, qui dit pareil que vous, que l'Afrique mérite son World Tour. Donc, un petit bonjour à Jamil en passant. Ambrose? Yes, please. Thank you for taking part of this conference, and please could you give me your last word about something you heard here? Yes, first and foremost, I want to thank everybody who took part in this conference. I can see we have good representation of federation presidents. I can see Sakoba, I see development president Jean-Michel, I see coordinators and promoters on this forum. So I think it's been quite good that we brought everyone together and we are talking together. Of course, there's a lot of work to be done for 3-on-3, but my hope is that
we have this time as an advantage for us. So let's keep working very hard. We'll also be talking to the people who speak English next week with some of you panelists. I want to thank Mustafa for organizing this. Thank you, Ndiaye, for moderating. And all the guys who came in, Karim, Clevers, and Sebastian, and everyone. This has been really, really, good. We are going to plan to have many more conferences like this. So let's keep talking. Let's keep learning from each other. Let's keep encouraging each other. On our side as FIBA, together with Jean-Michel and the Secretariat itself, we'll try to do all that we can to support whoever is working on 3-on-3 on the continent. Thank you so much. Okay, thank you, Ambrose. One important thing. Yes. Jean-Michel said it, you are the ambassador of Africa in the FIBA Commission. You should negotiate for Africa to get a world tour in next year or in 2022. Yes, we are, of course, talking. We want the world tour, we want challengers, we want everything. But do we have people who can host these things? There are financial implications, there's capacity implications. So we can't jump to the top. We need to start building capacity. But for sure, we are trying, and I have discussed with Robert and his entire team and Sanchez. We have even come up with the product, which I will share with everybody later on, maybe on the clip here, which can be affordable for everyone, which is just like a challenger, but maybe for Africa. So there's financial implication for it, but most importantly, there's a capacity problem. If I shared with you my screen on our strategy, there are some, you can see that we have not built enough capacity, even with the finances, to be able to handle this. So, but we are looking, Robert has been to Egypt to try and get them to host something. I've been talking to Kenya, I've been talking to Nigeria, I've been talking to, to many guys in the continent to host big tournaments. But it has some challenges. And if you're ready, if Mali is ready, if Sakoba is ready, if Madagascar is ready, I will convince my colleagues for sure will come and play a challenger, Super Quest or something. So for now, let's look at the Super Quest. Then maybe next year we can look at challenge and something. Okay? Okay, thank you, Ambrose. Pour résumer les propos de Ambrose, donc il remercie, il est déjà content de voir comme participants Sakoba, les représentants de la Guinée, certains coordinateurs avec qui il parle tout le temps. Et il est toujours dans une démarche précise et stratégique, ce qui est très bien. Et toujours commencer bas, avoir une visibilité, avoir une capacité. Et effectivement, il souhaite profondément que l'Afrique puisse accueillir des grands événements tels que le World Tour et le Challenger. Et la problématique des ressources financières se pose effectivement, et des moyens. Et sachant que pour ces événements, il y a un fees, il y a un frais d'organisation à verser, mais il y croit très fort, et dans sa démarche toujours stratégique, il souhaite d'abord avoir un Super Quest et après faire évoluer les événements dans le temps. En tout cas, thank you, Ambrose. One moment. Yeah. Just to tell you that Angola, Muzadi, an agent from Angola, Muzadi, had applied to host the Super Quest. He was supposed to do it in June. So if there was no COVID, at least we would have a Super Quest. So the plans are there. Those who want to host, let's talk, let's lobby. It's possible. Thank you. OK, donc une information qu'il vient de communiquer, c'est qu'il y a un organisateur angolais qui a candidaté pour organiser un Super Quest, et il ouvre la porte à tous les organisateurs qui souhaitent le faire. Il est prêt à mettre en place du lobbying, de la communication et des échanges pour faciliter ces organisations. En tout cas, ce qu'on retient de tout ça, c'est l'intérêt, l'engouement et l'enthousiasme, ce qui n'est pas surprenant sur un projet aussi riche et aussi intéressant. Et pour finir, je vais laisser la parole à vraiment la personne qui nous a permis de nous retrouver sur cette plateforme, Mustafa Sall de CIREM,
quel est ton mot de la fin? Et Mustapha, juste une chose, est-ce que tu peux nous parler rapidement de tes premiers tournois 3-3? Comment tu as fait? Ben, c'était pas chose facile, pour dire la vérité, parce que j'avais pas le support de personne, pas d'institution de mon pays. Donc, j'ai dû me débrouiller avec mes propres moyens. Je suis allé comme Sébastien le disait, hein, et les autres intervenants. Ben, je suis parti dans des, comment dirais-je, dans des terrains où il y avait, comment dirais-je, c'était pas même des terrains de basket, hein. C'était juste pour le faire et pour montrer que je voulais faire. Et je me rappelle que Mania me disait, fais le même avec des gens de la rue. Trouve tout ce que tu trouves, tu le fais. Arrête de parler et agis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça ce qu'on a besoin, hein. C'est des gens qui disent, qui nous disent d'agir. C'est-à-dire que des conseillers, des gens comme Ambrose, des gens comme Maniaï, des gens comme Cissé, des gens comme Sébastien, comme Karim, comme Pierre, qui à chaque fois qu'ils voient une personne qui veut faire quelque chose, les poussent à le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette initiative, je pense qu'on va tous apprendre. Et après cette période de pandémie, on pourra commencer à organiser d'autres grands événements, comme l'a si bien dit Ambrose dans son intervention. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, vu qu'on a juste dépassé le temps. Donc, je vais remercier tout le monde, tous les participants, les intervenants, d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Entre autres, je vais vous donner l'information sur la prochaine panel qui va se tenir le mardi 19. Même heure, même thème, mais en anglais. Et on aura comme modérateur général Ambrose, et Mandiaï sera là avec Seydi, notre technicien, pour qu'on puisse dérouler ce panel comme on l'a si bien fait aujourd'hui, et mention spéciale à Mandiaï d'avoir bien modéré ce débat. Est-ce que tu peux annoncer l'événement en anglais rapidement pour les personnes qui écoutent? Les anglophones? Yeah, we will be annoncer le prochain événement en anglais. Yeah, the next events will be held on Thursday, on the 19th, and the moderator will be Ambrose, and we will be having Manjai here and Sadie, our technicians. We will be like the same. It's going to be the same topic, same hours, and you know, we welcome everyone to join us. We welcome everyone to join us on these debates, and it will be on live on Facebook. And also for those who want to watch again these debates, you can always go on our YouTube channel and to watch it again. So once the conference is done. So thank you very much for your time, and see you on Thursday. Merci beaucoup. Ben, merci Mustapha, et merci encore à tous, et nous retournons vraiment à... moi, les mots que je retiens de cette conférence, c'est que le 3-3 est simple. Ça part d'une initiative personnelle, et aujourd'hui, qu'il revient aux fédérations nationales de décliner un projet de développement 3-3, et avoir un point focal est essentiel. Et aujourd'hui, vu ce qui a été fait avec le support de la FIBA, de la FIBA Afrique, des organisateurs comme Mustapha et Sébastien, il est possible de créer des activités sur le territoire. Il est possible de créer de l'activité sur votre territoire en massifiant. Donc, il faut une stratégie, un coordinateur. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde peut faire du 3-3. Il n'y a pas de limite parce qu'on en a fait sans qu'il y ait des règles. En tout cas, je tiens à remercier tous les intervenants, en l'occurrence Pierre Dewatt qui est parti en premier, Karim Souchu de la Fédération française de basketball, Sébastien Clivas qui est consultant 3-3 en Suisse, organisateur privé aussi, Ambrose Tachobia qui est le vice-président au niveau de la commission FIBA 3-3, monsieur Jean-Michel Raman-Rozon qui est membre du comité exécutif et responsable développement au niveau de la FIBA,
Et merci à tous les participants. Merci à Seydi qui nous a permis de réussir ce live et cette partie technique. Et pour finir, merci à Mustapha qui, grâce à lui, on a eu cette plateforme. Et restons connectés parce que c'est une opportunité de créer un réseau, partager les contacts et avec cette synergie, les organisateurs, les professionnels du 3-3 qui travaillent dans les fédérations, la FIBA et tous les acteurs, partageons ce réseau pour développer le 3-3-3 et comme on dit, grow the game. Merci à tous et au revoir et à très bientôt. Carnot. Oui. Oui, tu peux rappeler la règle, hein, puisqu'on est en train d'enregistrer politique de protection des données. Vas-y, rappelle-le en français et en anglais, s'il te plaît. Non, c'est juste pour rappeler la règle, puisqu'on est en train d'enregistrer la session. Donc, il faut qu'on ait l'aval des participants avant d'uploader sur YouTube. C'est juste des principes de public policy en termes de protection des données personnelles. Donc, comment ils vont vous donner, comment ils vont te donner leur aval? De dire oui sur le chat. Hein. Il suffit juste de dire oui sur le chat. Est-ce que tu peux l'expliquer en anglais aussi, s'il te plaît? Okay, so I need to have the agreement of the attendees before we upload this session on YouTube. It's about the data privacy. Ok, donc merci pour le professionnalisme, parce qu'il est important à ces temps de respect des droits privés, donc de demander l'aval des participants et de toutes les personnes qui ont intervenu sur cette webconférence afin de donner leur accord par le biais du chatbot afin que Pierre Seydina puisse le publier sur YouTube et sur Facebook. En tout cas, en attendant que les accords se fassent sur le chatbox, je remercie encore tout le monde et la conférence est arrivée à son terme. Merci à tous les intervenants, merci à tous les participants, merci à Mustapha et on se dit à très bientôt et la semaine prochaine pour le panel en anglais avec le même thème. Merci beaucoup.